Bonjour à tous, il est diplômé de l'université de Georgetown aux États-Unis. Il a travaillé pendant 15 ans chez Alcatel où il a occupé différentes fonctions de direction en Europe et en Asie. Depuis 5 ans, il est le directeur général de Technicolor, l'ex-Thomson, qui est désormais spécialisé dans les technologies de l'image. Bonjour Frédéric Rose. Bonjour. Je dois dire que cette semaine, entre Fagor-Brandt, Alstom, Goodyear, La Redoute, nous sommes en train de vivre une semaine assez terrible sur le front de l'emploi. Pourtant, l'ancien PDG de ADS, Louis Gallois, disait dans les Échos il y a quelques jours que les industriels voyaient le bout du tunnel. C'est aussi votre sentiment? Écoutez, en tant qu'industriel international, oui, nous voyons le bout du tunnel, mais nous le voyons à l'étranger. C'est-à-dire que certains marchés comme l'Angleterre, le Canada, les États-Unis se portent bien et donc nous permettent justement de nous relancer sur une croissance. En ce qui concerne le marché intérieur français, par contre, comme vous le dites, c'est une situation totalement différente. Et toujours problématique et inquiétant pour les mois qui viennent. Absolument. Les plans sociaux, les fermetures d'usines, c'est quelque chose que vous connaissez bien, puisque Technicolor, ces dernières années, a connu une cure d'amaigrissement assez douloureuse. La page des restructurations est tournée aujourd'hui pour le groupe? Écoutez, c'est peut-être un message qui n'est pas politiquement correct, mais une entreprise normale restructure tout le temps. Et donc, ce que je dis toujours à nos représentants du personnel, c'est qu'il y aura toujours des changements, puisque nous sommes une société de technologie, et en technologie, les choses changent très très rapidement. Donc, il faut s'adapter en permanence au marché. Absolument. Il faut rappeler quelques chiffres. Depuis votre arrivée en 2008 chez Technicolor, vous avez en fait cédé l'équivalent de 20% de l'activité du groupe, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en gros. Un peu plus, je crois. Un peu plus? Oui. Et d'autres activités pourraient être cédées dans les mois qui viennent? Non. Les activités qui ont été cédées sont des activités qui perdaient de l'argent, dans lesquelles on était sous critique. Aujourd'hui, et je l'ai dit publiquement, nous cherchons une consolidation dans les activités de ce que nous appelons la maison connectée, c'est-à-dire les décodeurs, les passerelles d'accès où nous sommes numéro 1 mondial. Mais comparé à nos grands concurrents américains, nous sommes toujours beaucoup trop petits. Donc nous cherchons une consolidation. Malheureusement, mon bilan ne me permet pas de faire une acquisition. Donc nous sommes à la recherche d'un partenariat, d'une joint venture. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas la fin du monde. C'est une activité qui se porte très bien, qui s'est redressée. Près de 20% de croissance en chiffre d'affaires cette année. Retour à la profitabilité, retour à la génération de cash. En interne, cette activité faisait l'objet de spéculations ces derniers mois. Certains syndicats évoquaient une cession possible du pôle maison connectée. Ça n'est pas du tout à l'ordre du jour, si je vous comprends bien. Je crois qu'en interne, comme il n'y avait pas beaucoup de sujets, on essaie de faire un peu de bruit. Mais la réalité, c'est que je cherche un partenariat. Aujourd'hui, je n'ai rien annoncé, on n'a rien trouvé. Ça n'empêche pas que si quelqu'un appelle demain et me fait une offre convenable, on est prêt à rentrer en partenariat. Mais il n'est pas question de simplement vendre l'activité. Parce que cette activité est au cœur de nos préoccupations, qui est la technologie, l'innovation. Et cette activité génère 30% de notre innovation. Et je vous rappelle que la plus grande partie de notre profitabilité, de notre chiffre d'affaires, vient justement de nos brevets, de notre propriété intellectuelle. J'allais y venir justement, ces brevets, près de 40 000, je crois. C'est la vache à lait du groupe et depuis quelques années, ça génère combien de chiffre d'affaires et de résultats en gros? Environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 80% de contribution au niveau de la marge, donc très profitable. Pourquoi? Parce que ce sont des investissements à long terme. Chaque année, nous investissons près de 150 millions d'euros dans la recherche pour justement garder ce portefeuille à niveau. Chaque année, nous signons des nouveaux contrats de licence basés sur des projets de recherche que nous avons faits. Nous sommes très actifs dans les standardisations, surtout autour de la compression de l'image, le travail de l'image et le son. Mais les brevets dont on parle et qui sont hérités du passé, il s'agit de technologies qui équipent pas mal d'appareils d'électronique grand public. C'est un héritage des années Thomson? Ah non, absolument pas. Pas que ça? Pas que ça. Le programme, la structure, la façon dont nous sommes organisés est quelque chose qui date depuis 20-25 ans. Les brevets aujourd'hui que nous monétisons ne sont pas des brevets qui datent d'il y a 15 ans, 20 ans. Un brevet a une durée de vie de 20 ans. Normalement, on vous l'accorde seulement 5 ou 7 ans plus tard. Donc, vous avez 10 ans pour le monétiser. Donc, les brevets que nous monétisons aujourd'hui sont des brevets qui datent de 2005, 2007, 2010. Dites-moi si je me trompe, mais l'enjeu pour Technicolor, c'est précisément que la moitié ou presque de ces brevets va tomber dans le domaine public d'ici 2016. Alors, c'est pas que les brevets, cet horizon-là. Les brevets ne vont pas tomber dans le domaine public, c'est que nous avons un programme qui représente 50% de notre chiffre d'affaires, qui est fait en consortium mondial, et nous avons plus de 1500 licenciés. À partir de 2016, nous sommes une des rares sociétés qui gardent des brevets, mais nous n'avons pas la capacité de licencier 1500 sociétés. Donc clairement, le chiffre d'affaires va baisser. Cependant, ce qui se passe d'habitude dans notre industrie, c'est pas que nous perdons des brevets,
que les brevets rentrent dans le domaine public, c'est que la technologie change. Donc nous avons un saut de génération de la technologie. Et donc dans ce cas-là, c'est un changement de standard de compression. Donc nécessité de préserver l'effort de recherche et développement, recherche que vous effectuez en France, puisque vous avez un laboratoire de recherche en Bretagne. Absolument. De ce point de vue-là, la situation actuelle dans le pays est favorable à la recherche. Vous souhaiteriez voir mise en place de nouveaux dispositifs pour soutenir la recherche-développement dans le pays? Alors, je vais peut-être vous surprendre, je ne demande rien de plus au gouvernement. Ce que je demande simplement, c'est qu'on ne touche pas au crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche est ce qui rend la recherche en France compétitive au niveau international, ce qui nous permet justement d'avoir notre plus grand centre de recherche ici. La stabilité de ce programme est absolument essentielle. J'ai dit en présentant le groupe tout à l'heure, vous êtes désormais spécialisé dans les technologies de l'image. Vous êtes notamment un grand fournisseur de prestations pour le cinéma. Dans ce métier-là, les perspectives sont encourageantes? Écoutez, c'est un métier au niveau international qui se porte très bien, puisqu'il n'y a plus seulement les majors qui produisent des contenus, il y a également, vous voyez, des nouveaux acteurs qui arrivent, les grands câbleaux, mais également le Netflix, le Amazon qui rentre et qui commence à créer du contenu haut de gamme. Donc c'est un marché. La télévision sur Internet, hein, je précise. Absolument. Et donc le marché est en croissance. Alors malheureusement, le marché ne se porte pas bien partout. Et donc pour revenir là-dessus, nous avons un marché très dynamique à Londres et au Canada. Pourquoi ? Parce qu'à Londres, il y a un marché intérieur, le marché local qui se porte très bien. Et justement, les gouvernements, dans les deux cas de figure, ont créé des programmes pour justement essayer de favoriser également le tournage et le travail des productions internationales. Donc Montréal et Londres sont des plaques tournantes de production nationale et internationale, ce qui n'est pas vrai en France. En France, nous sommes très bons sur la production nationale, nous sommes très faibles en production internationale. Et donc des progrès à réaliser dans l'Hexagone et des projets également pour dynamiser la Écoutez, là, c'est vraiment il faut une volonté politique au niveau national, c'est-à-dire se focaliser sur le fait que avoir un tournage à Paris ou en province, c'est très amusant quand tous les Américains débarquent, font 2 semaines de tournage, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe après ça? Eh bien, ils reprennent l'avion et ils partent. Et ils repartent avec leur bobine numérique, si vous voulez, et tout le travail est fait, où ça? À Londres, au Canada et aux États-Unis. Nous avons toutes les compétences en France, que ce soit chez moi ou chez mes concurrents, pour le faire ici. Mais nous n'avons les services techniques du cinéma. Alors pour vous donner une idée, 2 semaines de tournage, 9 mois de travail technique. C'est ça que nous perdons. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça l'enjeu, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Merci beaucoup Frédéric Rose. Merci beaucoup. Au revoir.